Pour information, une ferme ou un champ ne contient pas seulement des plantes, mais parfois aussi des choses ou créatures inhabituelles. Oui, voici la ferme aux serpents et voici la ferme aux crocodiles. Et ce ne sont là que quelques-unes des fermes extraordinaires que vous allez découvrir dans cette vidéo. Ici, nous allons vous montrer différentes fermes. Mais avant cela, merci de liker et de vous abonner. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et commençons. Numéro 12, les fermes de wasabi au Japon. Dans les vallées froides et silencieuses des Alpes japonaises, une ferme étrange rend la culture presque impossible. Le vrai wasabi, pas la pâte verte piquante que l'on voit habituellement dans les restaurants de sushi. C'est souvent juste du réfort avec du colorant alimentaire. Ici, nous parlons du vrai wasabi japonica. Racine délicate, capricieuse et difficile à cultiver, mais adaptable. À un prix de plus de 300 $ américains le kilo. L'une des fermes de wasabi les plus célèbres du Japon est la ferme Daiyo Wasabi dans la préfecture de Nagano, qui existe depuis 1915. Au lieu de rizières ou de terres, vous verrez cette plantation dans des rivières à l'eau claire et froide, recouverte de filets noirs pour la protéger du soleil. Pourquoi ? Parce qu'avec même un peu trop de chaleur, la plante meurt immédiatement. Si l'eau devient un peu chaude ou manque d'oxygène, elle ne survivra pas. Une quantité excessive ou insuffisante de nutriments dans l'eau empêche toute croissance. Ici, la ferme diffère. Ils construisent des canaux artificiels et des rizières en terrasse pour imiter le cours naturel de l'eau de la montagne. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il faut 3 ans avant de pouvoir récolter une racine de wasabi. Et une fois que tu l'as récolté, tu dois encore le râper avec une râpe spéciale faite en peau de requin, appelée orochi. Il faut aussi le manger tout de suite, parce qu'après 15 minutes, son goût et son piquant disparaissent. Au bout de 30 minutes, il ne reste presque plus rien. En fait, plus de 95% du wasabi mondial est faux. C'est pourquoi, au Japon, la véritable culture du wasabi n'est pas seulement un commerce, c'est un art. Pour les chefs de sushi de haut niveau à Tokyo et Kyoto, ils sont prêts à payer cher rien que pour une racine fraîche. Ce n'est pas une sauce ordinaire. C'est une performance, un respect pour la nourriture et une tradition qu'on voit rarement. Numéro 11, la ferme flottante aux Pays-Bas. Où as-tu vu une ferme pour la dernière fois ? Probablement à la campagne, n'est-ce pas ? Des champs verdoyants, de vastes prairies et des vaches qui broutent joyeusement. Mais aux Pays-Bas, il y a une ferme qui flotte littéralement. Bienvenue à la ferme flottante de Rotterdam, la toute première ferme laitière flottante et autonome au monde. Oui, tu as bien entendu. Il y a une ferme qui flotte au milieu d'un port très animé, rempli de cargos et de grues. Cette ferme compte environ 40 vaches, des machines de traite robotisées, un système de récupération d'eau de pluie et sa propre méthode de recyclage des déjections animales. Et elle n'a pas besoin de terrain. Construite en 2019 comme expérience par l'entreprise néerlandaise Belladon, en collaboration avec des experts en agriculture durable. Cette ferme compte 3 étages, le dernier réservé aux vaches avec un toit transparent pour la lumière naturelle. L'étage du milieu sert à transformer le lait et nourrir les animaux. Et le niveau le plus bas contient toutes les utilités et le système de flottaison pour rester équilibré sur l'eau. Ce qui est impressionnant, ce n'est pas seulement l'emplacement qui est unique ici. Même l'alimentation des vaches vient des déchets urbains, comme les restes de légumes provenant du marché, les drèches des brasseries et l'herbe des parcs de la ville. L'eau de pluie est aussi récupérée pour le nettoyage et la boisson. Le lait est également transformé ici, mis en bouteille et vendu. Tout cela se passe à l'intérieur de la ferme flottante. Et au-delà de cela, il a un objectif plus large. À une époque où les effets du changement climatique s'aggravent et où certaines villes côtières s'enfoncent, les fermes flottantes comme celle-ci pourraient être une solution. Elles ne sont pas inondées, elles n'ont pas besoin de vastes terres, et elles réduisent donc même les émissions de carbone provenant du transport. Actuellement, ils envisagent également des fermes de poulets flottantes, des fermes de légumes flottantes et des serres flottantes. En termes simples, les vaches de Rotterdam font déjà partie de l'avenir de l'agriculture. Installées sur l'eau, nourries avec des restes et traites par des robots. Numéro 10, les fermes de crocodiles en Thaïlande. Tu ne t'y attendrais pas, mais juste à l'extérieur de Bangkok, en Thaïlande, il existe l'un des types d'agriculture les plus surprenants au monde, les fermes de crocodiles.
Ce n'est pas un zoo, ce n'est pas non plus pour la conservation. Ici, des milliers de crocodiles sont élevés pour leur viande, leur peau et oui, parfois même pour la sécurité. La Seine, des centaines de grandes cuves, chacune avec un mini-dinosaure qui plonge en même temps. Dans ces fermes, les crocodiles siamois et marins sont élevés comme des poulets dans une volaille. L'industrie a débuté dans les années 1950 et la demande a explosé dans les années 80 et aujourd'hui, plus de 1000 fermes de crocodiles sont enregistrées en Thaïlande. La ferme et le zoo de crocodiles de Samut Prakan à eux seuls comptent plus de 100 000 crocodiles. C'est la plus grande du monde. Pourquoi donc ? La peau de crocodile sert surtout à fabriquer sacs et ceintures haut de gamme. Chaussures et portefeuilles en cuir de crocodile thaïlandais, réputés pour sa solidité et ses motifs élégants. Les crocodiles sont tués à un âge précis pour garantir l'uniformité des écailles du ventre, la partie la plus précieuse de leur peau. Ce n'est pas tout. La viande de crocodile est aussi proposée comme plat exotique dans certains restaurants. Il existe aussi des produits comme l'huile et les capsules de sang de crocodile, censés avoir des bienfaits pour la santé. Cependant, il n'y a pas assez de preuves. Plus surprenant, les crocodiles servent aussi de système de sécurité. Dans certaines provinces de Thaïlande, il existe des clôtures remplies de crocodiles vivants pour empêcher les voleurs. Même les éléphants sauvages suscitent la controverse. Selon les critiques, des problèmes de bien-être animal, de consanguinité et de commerce illégal de crocodiles sauvages existent. Selon les autorités, ces fermes aideraient à protéger les espèces sauvages. Numéro 9. Les élevages d'escargots en France. Si tu visites la campagne française, en Bourgogne, en Provence ou dans la vallée de la Loire, tu pourrais confondre ces plantations avec des vignobles. Mais de près, tu verras. Des milliers d'escargots rampent lentement dans l'herbe avec des filets au-dessus pour leur faire de l'ombre. Voici le monde de l'héliciculture, l'élevage d'escargots pour la consommation. Ce n'est pas juste un caprice des Français. C'est une véritable industrie avec ses propres directives, sa science et une forte demande. Le plus emblématique, l'escargot, est une délicatesse française célèbre où l'on cuisine les escargots dans du beurre à l'ail et des herbes. Comment fait-on cela ? Chaque printemps, on fait se reproduire les escargots adultes à une température contrôlée. Ils sont tous hermaphrodites, donc chacun peut pondre jusqu'à 100 œufs. Après l'éclosion, ils rejoignent une ferme d'escargots en plein air. Un espace extérieur avec de l'herbe, un système de brumisation et suffisamment d'ombre. Pendant leur croissance, ils sont nourris avec une alimentation riche en calcium pour renforcer leur coquille. Il faut jusqu'à 12 mois avant qu'ils puissent être récoltés. Ce processus est très délicat. Trop sec, l'escargot ne bouge pas. Trop humide, il peut se noyer. Trop chaud, il meurt. Et même lorsque tu les récoltes, la cueillette se fait toujours à la main. Il n'y a pas de raccourci ici. La patience, c'est le capital. Après la cueillette, il faut d'abord mettre les escargots dans un récipient de purge pour qu'ils vident le contenu de leur estomac. Ils seront ensuite traités, certains sont mis en conserve, congelés ou cuisinés tout de suite. Les plus beaux sont vendus vivants aux restaurants gastronomiques. Et même si c'est un plat de luxe dans d'autres pays, à la base des milliers d'heures de travail manuel y sont consacrées. Les fermes d'escargots sont silencieuses. Tout se fait lentement. Mais il y a une paix particulière. C'est comme si les plantes disaient « Ne pressez pas le monde ». Numéro 8. Culture d'iceberg à Terre-Neuve. Sur la côte de Terre-Neuve et Labrador, au Canada, existe une agriculture que l'on imaginerait à peine possible. Car cela ne se fait pas sur la terre ferme, mais au milieu de l'océan. Ici, la culture n'est pas une plante, mais de la glace. De grands blocs de glace ancienne sont découpés, extraits de la mer, fondus, puis mis en bouteille comme l'une des eaux les plus pures à boire au monde. Oui, tu as bien entendu, ici on récolte la glace. Au printemps et en été, il y a ce qu'on appelle la ruelle des temps au ar c'est la ruelle des icebergs, où des milliers de blocs de glace descendent du Groenland, flottant sur les eaux froides de l'Atlantique. Beaucoup de ces icebergs ont plus de 10 000 ans des fragments de souvenirs de la dernière ère glaciaire. À l'aide de bateaux, de treuils, de filets et parfois même de dynamite, les récolteurs d'icebergs collectent soigneusement les blocs de glace. Ils font fondre la glace dans des installations côtières et l'eau pure est ensuite embouteillée pour être vendue. Cette glace est presque dépourvue de minéraux et d'impuretés. Elle est tellement pure que les experts disent que c'est comme boire de l'air.
Sa sobrang purong kalidad nito, kailangan pa itong dagdagan ng kaunting mineral para lang pumasa sa basic health standards. Mais ce n'est pas seulement de l'eau qui est vendue. Il y a aussi des entreprises qui exportent même de la glace pour des cocktails haut de gamme, comme dans les bars 5 étoiles à Dubaï, où les boissons sont rafraîchies avec de la glace provenant d'un glacier vieux de plusieurs milliers d'années. Même si cela paraît éloigné de l'agriculture traditionnelle, la culture des icebergs suit le même système. Trouver une ressource renouvelable, la collecter correctement, la traiter, l'emballer et la vendre. La seule différence, c'est que le champ est l'océan Atlantique, et la récolte fond plus vite qu'un nuage en été. Numéro 7, les fermes de beauté de chameaux d'Arabie Saoudite. Dans le désert d'Arabie Saoudite, où tout n'était que sable et chaleur, il existe un type de ferme qui est unique en son genre. Ce n'est pas pour la viande, le lait ou la laine. Ici, le principal produit, c'est la beauté. Bienvenue dans le monde des fermes de beauté de chameaux. Des endroits où les chameaux sont spécialement soignés pour participer à des concours de beauté. Dans ces concours comme le festival du chameau King Abdulaziz, le prix total dépasse 60 millions de dollars, donc la compétition est très sérieuse. Ici, les chameaux ne sont pas simplement des animaux de compagnie. On leur donne des bains, des massages, une alimentation spéciale, et on les rafraîchit avec des systèmes de brumisation pour que leur pelage reste doux. Et si tu te demandes comment on mesure la beauté d'un chameau, voici les critères. La forme de la tête, la longueur du cou, la courbure des lèvres, la posture du dos, et même la façon dont tombent les oreilles. Les traits symétriques et la démarche élégante sont également importants. Des points bonus sont accordés si les cils sont longs et si les yeux sont doux. Il y a des chameaux dont on enduit le pelage d'huile pour le faire briller davantage. Dans certaines fermes élitistes, on injecte même du botox aux lèvres et au nez pour les rendre plus imposants. Oui, c'est à ce point que l'industrie est sérieuse. Mais au-delà des concours, c'est aussi un symbole culturel. Pour de nombreuses familles bédouines, les chameaux sont un héritage ancestral. Les propriétaires sont fiers de leur victoire, tout comme dans les courses de chevaux à l'étranger. Il y a des banderoles, des trophées et des photos de champions accrochés à la ferme. Dans un monde habitué à la productivité et à la production de masse, les fermes de beauté de chameaux ressemblent à une galerie d'art au milieu du désert. Une ferme qui n'existe pas pour survivre, mais pour émerveiller. Numéro 6. Les fermes de serpents du Vietnam. Au cœur des champs chauds et humides du delta du Mékong, au Vietnam, il existe un type de ferme extrêmement rare et presque incroyable, les fermes de serpents. Oui, tu as bien entendu. Ce sont des fermes où l'on ne cultive pas du riz ou des légumes, mais des serpents. Il y en a des venimeux, d'autres non, mais tous sont élevés pour un seul objectif. Source de venin, utilisée pour fabriquer des médicaments ou des plats. La plus connue est la ferme de serpents Dong Tam, dirigée par l'armée vietnamienne. Elle a été fondée pendant la guerre afin de produire son propre anti-venin. Aujourd'hui, plus de 50 espèces de serpents y sont élevées, allant des cobras et des vipères jusqu'aux pythons. Certains sont traités pour leur venin à l'aide d'une fine membrane appliquée sur un récipient. D'autres sont vendus pour la médecine traditionnelle ou transformés en alcool, avec un serpent à l'intérieur de la bouteille. Quand tu entres, c'est comme si tu pénétrais dans un autre monde. Il y a des cages remplies de serpents rampants. Il y a des fosses peu profondes ou des corps frétillants partout. Les techniciens portent des gants et un casque pendant qu'ils extraient le venin des serpents venimeux. Et si tu penses qu'au sens que ça s'arrête là, il y a même des restaurants à l'intérieur de certaines de ces fermes. Ici, tu peux goûter du python grillé, de la soupe de cobra ou du vin de serpent. Bouteille d'alcool contenant un serpent entier, cadeau fréquent au Vietnam et symbole de force. Mais tout le monde n'est pas ravi. Il y a des groupes d'écologistes qui affirment qu'il y a des captures illégales dans la forêt et que certaines installations ne sont pas sûres. Ainsi, malgré les réglementations instaurées, le gouvernement peine à les appliquer durablement. Les fermes de serpents du Vietnam montrent que l'agriculture n'est pas toujours liée au soleil ou à la terre. Au lieu de cela, elle compte sur le venin, la viande et la croyance que les écailles et les crocs possèdent des vertus curatives et médicinales. Numéro 5. Les fermes d'autruches d'Afrique du Sud. Sur les terres arides de la région du Petit Karoo en Afrique du Sud, on trouve l'une des exploitations agricoles les plus uniques au monde. Les fermes d'autruches ne sont pas des élevages de volailles classiques. Ici, on exploite non seulement les œufs et la viande, mais aussi les plumes, la peau et même les œufs d'autruche transformés en produits. Et au-delà de cela, c'est aussi une attraction touristique. On dit que l'industrie de l'élevage d'autruches a commencé dès le 19e siècle.
À l'époque, les plumes d'autruche étaient ainsi précieuses qu'on les appelait l'or blanc. Elles étaient utilisées comme décoration sur les chapeaux des riches en Europe. Et on disait même qu'elles étaient un peu plus chères que les diamants, à poids égal. Aujourd'hui, les plumes sont moins à la mode, mais les revenus restent grâce à la viande, au cuir haut de gamme et à l'art avec des coquilles d'œufs. La peau d'autruche est transformée en sacs, ceintures, chaussures et intérieurs de voitures de luxe. Une seule autruche peut produire plus d'1 mètre de cuir de qualité supérieure avec un motif de piquant unique. Dans ces fermes, on peut voir des centaines d'oiseaux géants courir dans les champs. Ils peuvent courir à près de 70 km/h, il faut de l'expérience pour les guider. Un faux mouvement, un coup de pied puissant peut blesser. Et ce n'est pas tout. Certaines des plus grandes fermes, comme la ferme d'autruche de Kango, ont des sites ouverts au public. Avant, on pouvait monter une autruche, mais c'est désormais interdit pour le bien-être animal. À la place, on montre simplement comment prendre soin des oiseaux et à quel point ils sont primitifs. C'est comme un dinosaure vivant. Il y a aussi des boutiques de souvenirs à la ferme où l'on vend des coquilles d'œufs décorées. Elles sont peintes, sculptées, transformées en abat-jour ou en boîtes à bijoux. Un seul œuf peut contenir plus d'1,5 litre de liquide. L'Afrique du Sud reste le plus grand exportateur d'autruches, mais la Namibie, le Botswana et les États-Unis rattrapent aussi leur retard. Imagine une ferme qui ressemble à une combinaison d'usines, de zoos et de parcs à thème. Mais tout tourne autour d'un oiseau immense qui ressemble à une créature préhistorique. Numéro 4, les fermes d'alpagas du Pérou. À plus de 13 000 pieds d'altitude sur les flancs 1 des Andes au Pérou, là où l'air est rare et le climat rude. On y trouve un type de ferme que l'on ne voit pas facilement ailleurs dans le monde, les fermes d'alpagas. Mais oublie d'abord les clôtures, les tracteurs et les granges. Ici, les fermes sont vastes, venteuses et infinies. Des troupeaux d'alpagas traversent chaque jour ces terres comme de vieux gardiens des montagnes. Depuis plus de 6000 ans, les Andins comptent sur les alpagas, non seulement pour leur laine, mais aussi pour leur subsistance et leur culture. Aujourd'hui, plus de 80% de tous les alpagas du monde se trouvent encore au Pérou. La laine d'alpaga, connue sous le nom d'or des Andes, n'est pas seulement douce. Elle est hypoallergénique, plus fine que le cachemire, et se décline naturellement en 22 couleurs du blanc au noir. Mais la plus chère, c'est celle qui fait peur. Appelée Royal Alpaga, elle provient généralement de jeunes alpagas appelés cria. Dans les communautés de montagne, l'agriculture se pratique collectivement. Ils se partagent les pâturages et chaque année, ils tondent la laine ensemble. Le processus se fait à la main, avec précaution pour ne pas blesser l'animal et pour ne pas abîmer la précieuse laine. Mais ce n'est pas seulement un commerce, c'est un mode de vie. Beaucoup vivent encore dans des huttes en pierre avec un toit en herbe. Ils comptent sur les plantes médicinales et sur des rituels qui combinent prière, offrande et croyance. Un signe clair de respect pour la nature. Même si le marché mondial est difficile et qu'ils reçoivent souvent des prix bas, ils continuent à se battre. Le gouvernement et certaines organisations non gouvernementales les aident à avoir un accès plus direct aux consommateurs et à garantir des revenus équitables. Le paysage, c'est vraiment impressionnant. Des pâturages sans fin, une brise fraîche et des bergers, qui semblent faire partie intégrante de la nature. Au Pérou, chaque alpaga n'est pas seulement un animal, c'est un porteur de l'histoire et de la vie d'une ancienne culture. Numéro 3, les fermes piscicoles verticales de Singapour. Imaginez, un pays presque aussi vaste que la région métropolitaine de Manille. Aucune terre agricole, pas de rivière profonde, et la plupart des aliments sont importés. Comment produire sa propre nourriture ? Singapour répond « Créer des fermes piscicoles verticales ». Oui, ce n'est pas de la fiction. Certains bâtiments ressemblent à des entrepôts, mais à l'intérieur, on trouve des bassins à poissons sur plusieurs niveaux, avec des poissons à chaque étage, comme la tilapia, le poisson-chat et le bar. Pas dans la mer, pas dans un étang. À l'intérieur du bâtiment. Le plus avancé ici, c'est le groupe Aquaculture Apollo. De l'extérieur, ça ressemble à une usine ordinaire. Mais quand tu entres, c'est comme pénétrer dans un aquarium mêlé à un laboratoire techno. Il y a de l'intelligence artificielle, des capteurs, des distributeurs de nourriture et des lumières LED façon discothèque pour les poissons. Cela a été fait en réponse aux problèmes de sécurité alimentaire du pays. Dans le cadre de l'initiative 30x30 du gouvernement, ils visent à obtenir 30% de leur nutrition grâce à la production locale d'ici l'année 2030.
Cela concerne surtout les fermes piscicoles verticales. L'automatisation permet à chaque réservoir de gérer température, pH, oxygène et nourriture. On ne dépend plus du temps. Ni tempête ni inondation, la récolte est toujours possible. Cela permet de produire plus de 500 tonnes de fruits de mer par an. Cela reste faible face à la demande globale, mais assez pour prouver que l'agriculture urbaine est possible en ville. Le problème, ce sont les coûts initiaux élevés et la nécessité d'ingénieurs qualifiés en logiciel et aquaculture. Mais cela est considéré comme l'avenir de l'agriculture, surtout dans les pays qui manquent de terre mais qui sont riches en technologie, comme Hong Kong, Tokyo ou même New York. À Singapour, la pisciculture ne se fait pas à l'extérieur. Elle est en hauteur, à l'intérieur et tournée vers l'avenir. C'est une preuve qu'à notre époque, même l'agriculture peut passer au niveau supérieur. 2. Les fermes de légumes arctiques de Svalbard, Norvège. Au bout du monde, à environ 1300 km du pôle Nord, on trouve une terre de glace et de tranquillité. Le Svalbard, archipel isolé sous juridiction norvégienne. On l'associe souvent aux ours polaires, aux glaciers et au célèbre coffre-fort de semences. Mais sous cette terre gelée, il existe un paysage qui semble impossible, un potager au milieu de la glace. Oui, un potager. Dans un endroit où il n'y a presque pas de soleil pendant près de 4 mois, on cultive de la laitue, du chou, du basilic et des micro-pousses. Pas de soleil ni de terre, mais il y a une récolte. Ce n'est pas de la science-fiction. Voici Polar Permaculture Solutions, la ferme la plus au nord de toute la planète. En utilisant de vieux conteneurs d'expédition, des lumières LED et des systèmes de contrôle climatique high-tech, on fait pousser des plantes à l'intérieur de ces boîtes métalliques froides. C'est une serre au cœur du pergélisol, dont l'intérieur évoque un laboratoire. La température est bien régulée, l'air est contrôlé, il y a suffisamment de dioxyde de carbone et d'humidité, et les étagères sont disposées verticalement pour optimiser l'espace. Ce projet a été lancé en 2015 par le chef américain Benjamin Widmar, qui voulait changer la façon de s'alimenter au Svalbard. Parce que avant, une seule tête de laitue coûtait jusqu'à 8 $. Toute la nourriture était encore acheminée par avion depuis la Norvège continentale, coûteux, long et non durable. Mais grâce à cette agriculture arctique, les habitants locaux ont maintenant leur propre récolte. Les restaurants servent des salades arctiques. Les étudiants viennent apprendre qu'il est possible de faire pousser de la nourriture même à côté de la glace. Peu à peu, l'empreinte carbone du lieu baisse. Dehors, il y a glace, neige et nuit polaire. Mais à l'intérieur du conteneur, il y a de la laitue verte qui brille sous les LED. L'eau nutritive s'écoule silencieusement, tandis que de la vapeur chaude émane du réservoir de compost. C'est comme un projet scientifique devenu réalité, et cela pourrait aussi être un aperçu de l'avenir de l'agriculture. Numéro 1, les fermes de thon rouge en Méditerranée. Et nous voici dans la ferme la plus unique de tout le classement, et peut-être aussi la plus chère. Au large de l'Espagne, l'Italie, la Croatie et Malte, on trouve des fermes sous-marines. Vous ne verrez ni clôture ni tracteur. À la place, il y a d'énormes filets circulaires flottant sous les vagues. Et à l'intérieur, l'un des poissons les plus chers et les plus rapides du monde frétille, le thon rouge de l'Atlantique. Oui, c'est une ferme de thon. Mais ce n'est pas comme les élevages où les poissons sont élevés à partir d'œufs. Les jeunes thons sont capturés vivant en mer et transférés dans des enclos au large. Ici, ils sont élevés, profitant de leur vitesse et de leur force jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids idéal pour le marché. Ceci s'appelle l'élevage de thon. Un thon rouge adulte peut se vendre à plus d'1 million de $ lors des enchères de sushi au Japon. Et à cause de cela, c'est devenu de l'or. Les poissons ne se reproduisent pas en captivité. Ils ont besoin de la mer ouverte, ils sont toujours en mouvement et meurent facilement lorsqu'ils sont stressés. Donc au lieu d'une véritable aquaculture, ils utilisent un système hybride. On élève d'abord les poissons dans un ranch, puis on les récolte. Chaque printemps, lorsque le thon passe par le détroit de Gibraltar, c'est ici qu'ils sont capturés. Ils sont transférés dans des filets aussi grands qu'un terrain de football et aussi profonds que 20 mètres. Ils sont ensuite ramenés vers la côte méditerranéenne où ils sont élevés. En surface, c'est comme le calme de l'océan. Mais en dessous, c'est comme un balai de monstres marins, rapides, puissants et inestimables. Des plongeurs ressemblent à des fourmis au centre d'un colisée de muscles et de nageoires. Et visuellement, c'est comme regarder un documentaire sur la nature avec une industrie valant des milliards de $ en arrière-plan.
Mais ce n'est pas sans controverse. Selon les environnementalistes, ce n'est pas une véritable solution à la surpêche, parce qu'on capture toujours le thon dans la nature. C'est comme si on ne faisait que retarder leur récolte. Mais selon l'industrie, il existe de nouveaux outils de surveillance, une meilleure réglementation et une collaboration avec les scientifiques. Au final, il n'est toujours pas clair si l'élevage de thon représente l'avenir durable de la pêche ou simplement un remède temporaire pour une espèce qui disparaît peu à peu. Mais il y a une chose, aucune autre ferme au monde n'est aussi risquée, dangereuse et fascinante que celle-ci.